Vous vous êtes toujours demandé pourquoi les Nordiques tricotent de la laine rustique. Vous vous êtes aussi demandé quelle est la différence entre de la laine à chaussettes et de la laine fingering. Attrapez une tasse de café, une tasse de thé, votre tricot. Aujourd'hui, ce sera question-réponse. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Nioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast, ou presque, ce sera question-réponse. Ce n'est un secret pour personne. J'aime prendre soin de ma peau, j'aime me maquiller, j'ai plus de 50 ans, donc j'ai besoin de produits anti-âge. La marque Imim m'a recontacté pour parler de ces produits, donc de ce kit-ci. J'avais déjà testé le produit pour les yeux, le produit pour le cou. Aujourd'hui, j'ai testé la crème pour le visage. Donc c'est une rémunération, c'est une collaboration commerciale non rémunérée, donc ils m'ont envoyé ce produit-ci pour que je le teste. Comme pour les autres produits, c'est un produit qui est sans odeur, c'est un produit pour lequel je n'ai strictement eu aucune réaction sur la peau. La crème pour le visage est très fluide, elle est facile, elle pénètre facilement, elle hydrate bien. Maintenant, l'effet anti-âge, ce n'est pas sur 6 semaines de test que je peux vous faire un vrai retour. Il y a un impact, je constate que ma peau, elle est bien hydratée. Une peau bien hydratée, c'est une peau qui est moins ridée, forcément. Il y a de l'acide hyaluronique, il y a pas mal de produits hydratants dans ce produit-ci. Donc ce petit kit-ci, c'est un petit kit qui est au prix très raisonnable d'une 60aine d'euros. Vous trouvez tout pour commencer une routine de soins à prix raisonnable, avec des produits qui ne sentent pas, qui n'ont pas d'odeur. Alors, vous pouvez avoir envie d'avoir des odeurs, mais bon, tout le monde ne supporte pas, donc je trouve que ça, c'est un avantage pour cette marque-ci, c'est qu'en fait, ils n'ont pas du tout d'odeur, et comme ils n'ont pas d'odeur, ça convient à tout le monde. J'ai un code promo pour cette promotion-ci. Vous pouvez trouver les liens ici en dessous vers le produit pour pouvoir acheter ça. C'est un parfait petit cadeau à offrir pour quelqu'un à prix très raisonnable. Donc je le rappelle, Imim, il y a une crème anti-âge pour les yeux, pour le visage et pour le cou. Ce n'est donc pas un podcast aujourd'hui. Pourquoi ce n'est pas un podcast ? Alors que théoriquement j'avais prévu un podcast, c'est que je n'ai pas tricoté beaucoup, et donc par conséquent, pour ne pas faire une vidéo très courte, j'ai préféré vous faire un question-réponse. Je n'ai pas tricoté beaucoup. J'ai quand même tricoté. Depuis la dernière fois, j'ai fait une paire de chaussettes, j'ai terminé le gilet que je vous avais montré dans le dernier podcast, mais j'ai surtout des patrons qui sont sur mes aiguilles que je ne peux pas vous montrer. J'ai acheté très peu de laine. J'ai acheté de la laine quand je suis allée chez Céline de Cécile sur un fil, mais c'est très limité. Donc, j'essaye de me limiter en laine pour pouvoir faire diminuer mon stock, parce que refresh your stash, n'est-ce pas? Donc, je n'ai pas tellement de choses à vous raconter. Il y aura plus de choses à vous raconter dans le prochain podcast parce qu'il y aura Malakoff d'ici là. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ça va être un question-réponse. J'ai envoyé sur Instagram, sur Thread, parce que maintenant je suis sur Thread, et sur YouTube, la possibilité de me poser des questions. J'en ai sélectionné quelques-unes pour ne pas faire trop long et je vais répondre à vos questions aujourd'hui. Donc je le disais dans l'intro, prenez votre tasse de café, prenez votre thé si vous préférez le thé, et votre tricot, c'est en avant pour les questions-réponses. Toute première question qui n'a rien à voir avec le tricot, mais sur Instagram, Antea, je suppose. Alors, je floute les noms. Mais bon, voilà, je déduis d'après son pseudo que c'est Antea, m'a demandé comment j'allais en ce début d'année. Alors, c'est compliqué, on va dire. Pour mettre les choses au clair, j'ai beaucoup de salons, vous le savez, j'ai beaucoup de pop-up stores et j'ai beaucoup d'ateliers. Donc là, ici, je viens d'en faire 3. C'est la semaine des vacances en Belgique, enfin 2 semaines de vacances pour les enfants. Donc, j'ai rien ce week-end-ci. Je vais pouvoir souffler, même si je suis une maman de 3 enfants, même si mes enfants sont grands. Donc lessive, lavage et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc les mères ne s'arrêtent jamais, en clair. Mais je me mets un petit peu à distance au niveau tricot. Mais c'est pas très... En fait, voilà, ça c'est la vie de tous les jours, on va dire. Je me suis mise à designer et à tricoter et je travaille comme n'importe qui. Mais surtout, comment ça va? En fait, je suis très stressée, on va dire. Pour ne pas cacher, parce que j'ai eu pas mal de soucis l'année dernière, fin d'année dernière et début d'année, et ça vient d'être conclu là maintenant mardi avec mon ancien comptable.
Donc pour ne pas faire polémique et pour ne pas faire de diffamation, parce que je ne sais pas si ça va en rester là, en gros, mon comptable m'a lâché en cours d'année et il n'a pas rempli les obligations pour lesquelles légalement il est obligé de remplir. Et par conséquent, j'ai dû trouver quelqu'un d'autre en vitesse, en novembre en fait, et il a fallu boucher les trous et rattraper les boulettes qu'il a fait, ce qui a été excessivement stressant pour moi, parce qu'évidemment, quand vous êtes en retard dans votre comptabilité, l'État ne vous rate pas, donc par conséquent, j'ai eu des amendes conséquentes à payer, alors que je paye un comptable pour ça, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est revenu sur les roulettes, là, on est dans le classique, mais il n'empêche quand même que ça m'a énormément stressée. J'en ai pas dormi pendant plusieurs nuits à cause de ces histoires-là, parce que bon, ça met en jeu la vie de mon entreprise en clair, parce que ce genre ce genre d'amende et ce genre de situation, ça alourdit énormément les frais liés au fonctionnement de l'entreprise, alors que, ben voilà quoi, j'espérais pouvoir faire un batch de Pérégrine sereinement, mais ça va pas être aussi serein. Donc voilà, en clair, la vie d'une petite entreprise, quand vous travaillez avec des gens incompétents, je ne vais pas m'étaler plus que ça, donc j'ai été quand même très très stressée début de l'année. Ça a impacté quand même beaucoup mon envie de tricot. J'avais fait une vidéo sur le Mojo Tricot il y a un petit temps. Donc j'ai eu moins envie de tricoter, j'ai eu un gros creux créatif. Alors, gros creux, non, parce que je suis quelqu'un d'excessivement créatif, mais je suis quand même en retard sur mes designs avec tout ça. En plus, j'ai toutes les complexités à côté. Hein. Je vais en Suisse, c'est pas un mystère. Et c'est pas simple, quoi. La douane ne me facilite pas les choses. J'arrive pas à aligner les choses qu'il faut, les papiers qu'il faut pour pouvoir entrer en Suisse. Ça commence à se résoudre, mais bon, ça me prend beaucoup de temps inutile, on va dire, d'un coup de fil, de est-ce que vous voulez bien me faire tel papier, tel papier, tel papier, trouver la bonne porte auquel frapper, voilà, voyez un peu tout le bordel administratif auquel j'ai eu affaire en début d'année, donc ça complique un peu les choses. Je suis loin d'être l'image de la designer qui s'installe dans le canapé et qui tricote du matin au soir. Je peux vous dire que pour le moment, cette semaine, je crois que j'ai fait 10 rangs de tricot. J'ai commencé une paire de chaussettes pour mon mari. J'ai fait les côtes, en clair. Donc franchement, j'ai vraiment pas fait grand-chose. Donc je me suis dit que j'allais me poser là. Je vous filme cette vidéo et après je prends quelques jours de congé parce que là, je n'en peux plus. Donc je vais préparer ma lacoff sereinement, tranquillement, bobiner mes écheveaux, tricoter, faire mes prototypes. Et maintenant que les histoires de comptable sont terminées, je peux mettre ça de côté, j'ai quand même le contre-coup. Donc voilà la première question qui n'avait rien à voir avec le tricot, mais je vous rassure, il y en a d'autres qui ont à voir avec le tricot. Deuxième question, qui est, je voulais savoir combien de projets de tricot tu avais commencé et terminé, et si tu as aussi abandonné des projets de tricot. Alors, je vais retourner sur Ravelry, voir le nombre de projets que j'ai faits, j'ai ouvert. Tous mes projets ne sont pas encodés dans vous savez, j'ai fait une vidéo sur Ravelry, je vous parle de plein de vidéos que j'ai déjà faites, mais il y a une page qui s'appelle Notebook, qui est la page sur laquelle vous avez tous vos tricots, tous vos projets. Alors, tous mes projets ne sont pas entrés dedans. Par exemple, quand je fais des designs, je ne mets pas nécessairement mes designs dans les projets. Donc, j'ai un nombre donné et il est augmenté de certains designs. Donc, en clair, donc vous voyez, on est sur un nombre approximatif. En clair, depuis que j'ai commencé à reprendre le tricot, depuis que je suis sur Ravelry, parce qu'avant je tricotais aussi, j'ai 484 projets encodés dans Ravelry. J'ai 191 designs, 191 designs. J'en ai quasiment tout terminé, quasiment commencé et tout terminé. Pour le moment, j'ai en cours 3 projets. J'ai mon projet, le gilet pull homme, qui vient d'être terminé, mais je ne l'estime pas terminé tant que les photos ne sont pas faites et que le design n'est pas sorti. Donc pour le moment, il est pour moi encore en cours. J'ai le pull chien qui est en cours de test, qui est terminé mais sans être terminé, puisque photo pas encore faite, test pas terminé. Et j'ai le chantilly sweater que j'avais fait pour ma fille, que j'ai terminé, mais que ma fille n'a toujours pas voulu poser pour des photos. Donc ces 3 projets-là sont des projets qui sont en cours, mais plus sur mes aiguilles.
parce qu'ils sont terminés, mais pas encore tout à fait. Et à côté de ça, j'ai un 4e projet que je n'ai pas encore commencé sur Ravelry. J'ai utilisé un patron de chaussettes gratuit pour pouvoir faire une paire de chaussettes pour mon mari. Je fais que les côtes. Donc voilà pour le moment ce que j'ai. Et ah oui, c'est vrai, j'ai encore un patron que je n'ai pas terminé. C'est un patron du WePad de Claire Garland qui n'est pas dessus. Donc j'en ai 5 en fait. Il y en a 2, vous voyez, j'en ai 2 qui ne sont pas encore mis sur Ravelry. Souvent, ce que je fais, c'est que je commence le projet et puis je l'encode sur Ravelry. Donc, il y a 2 projets. J'ai quasiment jamais rien sur mes aiguilles parce que je n'aime pas avoir des trucs. Ça m'encombre l'esprit, si vous voulez. Donc, pour le moment, j'ai ça. J'ai le petit chien WePet de Claire Garland, le cours de Domestika, pour faire un WePet. Claire Garland, c'est celle qui fait des magnifiques personnages qui sont très réalistes. Et une paire de chaussettes pour mon mari. Et je commence un design, donc qui est là tout de suite, je commence un design, mais qui ne sera pas encodé sur Ravelry, mais ça je ne considère pas comme un projet perso, voilà. À côté de ça, j'ai j'ai frogué, comme on dit sur Ravelry, c'est-à-dire que j'ai mis, je ne sais pas pourquoi on appelle ça frog, il faudrait que je retourne, je crois que j'en avais parlé, je ne sais plus. En fait, ah oui, c'était à cause de ce que disait repeat, voilà. Je m'en souviens maintenant. Frog, c'est parce que j'ai fait une vidéo sur pourquoi est-ce qu'on dit frog, pourquoi est-ce qu'on dit sable sur Ravelry en anglais. Donc frog, c'est parce que c'est le projet que vous avez sur vos aiguilles que vous oubliez dans le fin fond d'un panier à laine et qui vous dit repeat en permanence. Donc défais-moi. Donc j'en ai 20. Ils ont été défaits. Ils sont toujours en frog. Sur Ravelry parce que je ne désespère pas un jour de les faire. Il y en a que j'ai commencé, que j'ai défait et j'ai passé la laine à autre chose. Mais voilà quoi, c'est le genre de projet. J'ai défait la laine pour ne pas laisser la laine traîner dans des sacs à projet. Mais voilà, peut-être qu'un jour j'arriverai à reprendre les choses et à reprendre le projet et à les terminer ou pas. Donc là, je les enlèverai sur Ravelry. Donc sur 484, il y en a environ 450 que j'ai terminé, plus tous les designs qui sont forcément terminés. Donc, on doit tourner dans les 550 dans ces eaux-là, parce qu'il y en a qui sont encodés, d'autres pas sur Ravelry. Donc voilà quoi, c'est quand même raisonnable. Ça fait 10 ans que je suis sur Ravelry, non plus. 14 ans, je crois. Et je vous dis, il y a des choses que je ne mets pas. Je ne tricote pas tant que ça, en fait. Je ne suis pas sur le millier. On pourrait se dire, tu tricotes 200 projets par an. C'est faux. C'est tout à fait faux. Je suis dans le 16 000, 17 000 mètres. L'année dernière, c'est ce que j'ai tricoté, plus ou moins. Donc, on n'est pas sur une quantité si importante que ça de tricot, parce qu'à côté de ça, je dois concevoir. Je fais des essais, des erreurs. Les mètres que je tricote, je les détricote. Je fais des échantillons. Je fais des échantillons de points. Je les détricote. Enfin, voilà, quoi. Vous voyez, je ne tricote pas tant que ça. Je ne suis pas une énorme tricoteuse qui enchaîne projet sur projet sur projet sur projet. En fait, j'ai besoin d'un temps de conception qui est lent. En fait, moi, comment dire, il y a des designers qui designent en tricotant et en défaisant, en tricotant, défaisant, tricotant, défaisant. Moi, pas. J'ai vraiment une conception très cérébrale du design. Je fais beaucoup de calculs sur base d'un échantillon, donc je tricote mon échantillon, mais en général, souvent, quand je le mets sur mes aiguilles, c'est bon. Ou je dois défaire, mais pas tant que ça. Donc, vous voyez, je fais plutôt des essais sur le point qui me plaira. Donc, je vais trouver un point, je vais faire un essai sur un petit échantillon, pas nécessairement sur la laine de design, du design prévu, pour pouvoir avoir une idée du point, comment il rend. Mais je ne fais pas tant je monte X maille et je suis partie jusqu'à l'encolure, puis c'est moche, je défais. C'est pas ma façon de concevoir les choses, c'est beaucoup plus cérébral chez moi. Il y en a qui, dans les designers, font tout et écrivent tout le patron bien avant de commencer à tricoter leur prototype. C'est pas mon cas. Moi, je tricote, je fais mon échantillon, je fais mes calculs pour la taille, et puis je prototype parce que je fais souvent des changements en cours de tricot, parce que je me dis, ça va moyen, et donc je change mon patron. Voilà, en gros, les projets que j'ai et un petit peu mon processus de design. Une autre question qui m'a été question design, on va dire, qui n'est pas vraiment laine, c'est est-ce que tu prévois d'autres designs pour garçons? Malheureusement, je ne tricote plus vraiment pour garçons. Alors, petit garçon, on va dire, parce que je trouve que c'est pas vraiment ma ligne, en fait. Je l'ai fait quand mon fils était petit. Mon fils, il a plus de 20 ans maintenant, donc je design plutôt pour hommes. Et je trouve qu'il y a des personnes, des designers qui font ça vraiment très très bien pour petits garçons, comme notamment Lisa Chemery. Donc c'est pas vraiment mon core business, on va dire. Je m'oriente plus vers le design femme et le design homme. Je ne suis plus du tout dans le enfant bébé.
j'ai plus envie, ça ne me parle plus, j'ai plus de mannequin pour. Donc, quand je design pour homme, c'est plutôt ado, homme, plutôt que enfant, en fait. Donc, non, design garçon, pur garçon, je n'ai pas de patron prévu. Il y a un patron homme qui va bientôt sortir, il y aura d'autres patrons hommes qui sortiront, mais garçon, pas. Du moins pas cette année, peut-être qu'un jour on me demandera, mais de mon propre chef, je n'en ai pas trop l'intérêt. Je tricote aussi en fonction de nos besoins, voilà, et en fonction des mannequins dont je dispose. Et comme mes enfants sont tous grands, eh bien mes mannequins ce sont mes enfants ou c'est moi-même, et bien on n'a plus de petits à la maison, donc forcément je tricote plutôt femme ou homme. Quatrième question. J'ai eu une question de Christine, je suppose, Chris, qui me dit « J'ai l'impression que les pays nordiques sont beaucoup plus tournés vers les laines naturelles, rustiques comme on dit couramment, que les Français où le roi est le mérinos superwash. Pourquoi ?» Alors cette question, je pense qu'elle mérite une vidéo en elle-même, mais je peux répondre grossièrement. Les pays nordiques, tels que la Norvège, la Suède, etc., le tricot n'est pas historique chez eux. Je vous ai déjà parlé du nålbinding, mais il faut savoir que la majorité des pièces tricotées, alors vraiment ce qu'on appelle le tricot. J'ai fait une vidéo sur l'histoire du tricot. Le vrai tricot, on ne trouve vraiment des traces tangentes que 14e, 15e siècle. Dans ces eaux-là, je vous rappelle, c'était souvent des chaussettes qu'on tricotait, c'était pour le clergé, pour les nobles, il y avait des guildes de tricot. Donc les premières traces de pièces tricotées que l'on trouve en Norvège, c'est 1400-1500, et ce sont des pièces qui ont été importées. Alors je suppose, parce que je n'ai pas creusé la question, c'est quelque chose pour lequel je vais creuser. Honnêtement, c'est historique, donc ça nécessite quand même pas mal de recherches. Il faut savoir que les premières pièces tricotées sont arrivées en Norvège vers le 1400-1500 et très probablement par les Vikings. Les Vikings, rappelez-vous, ils ont fait du cabotage. Donc, ils se sont déplacés le long des côtes jusqu'au Portugal et notamment en Écosse. Donc, est-ce qu'ils ont amené ça parce qu'ils ont fait des captures, ils ont fait des échanges commerciaux, et ils ont ramené ça en Norvège, et le tricot a fait son évolution en Norvège, notamment en Suède aussi. Au Danemark, le tricot a fait son évolution de ce côté-là. Alors, la Norvège, la Suède, ce sont des pays qui sont quand même plus froids, donc on peut y voir en fait une matière première. En fait, la laine est une matière première. On trouve par exemple en France plus du lin, par exemple, et donc pourquoi est-ce que ça a évolué? La France s'est orientée vers les fibres textiles, beaucoup, beaucoup le lin notamment, mais le tricot aussi, la laine de mouton aussi. Mais je vais dire que c'est plutôt culturel en fait. Il y a quand même une exploitation de la matière première dans des pays nordiques qui était la laine, tout simplement. Donc probablement que c'est resté ancré dans les traditions. Il y a eu un renouveau du tricot qui a été beaucoup plus précoce que chez nous, par exemple. Et à mon avis, c'est ça qui a fait qu'ils tricotent plus des laines rustiques. Ils ont gardé cette typicité. Les Anglais ont gardé aussi cette typicité que nous n'avons pas. Alors, je vous rappelle quand même que de l'époque de Napoléon, donc 19e siècle, début du 19e siècle, Napoléon, pour pouvoir remettre la laine et pour que la laine soit exportable ailleurs qu'en France, il a mérinisé des races. Donc, il a injecté du sang de mérinos dans les races de moutons français. Et donc, on a quand même quelques races de moutons qui sont mérinisées en France. En Belgique, ce n'est pas le cas, mais voilà, c'est comme ça. Et est-ce que ça a eu un impact? Je ne sais pas. Je pense que ça a vraiment une importance. Mais en tout cas, je pense qu'historiquement, on a perdu beaucoup plus en France et en Belgique l'histoire du tricot que les pays nordiques. On s'est déconnecté de cette connexion à la laine de mouton et aux typicités des races et aux typicités de la laine, qui fait que les Nordiques ont probablement une vision différente de la toison, même si elle est un peu rustique. Ils savent que ça va plutôt servir à un gilet ou à un manteau ou faire de la laine feutrée, parce que n'oubliez pas que la laine, ce n'est pas que du tricot. La laine, ça peut aussi être quelque chose qu'on va utiliser dans le textile. Le tweed, les tweeds sur Lewis et Harris, par exemple, en Angleterre, c'est de la laine des bridéanes qui, en fait, est très peu exploitable en tricot, mais qu'on a récoltée. On va
la tisser, donc on la file, on la tisse, et puis on feutre, on foule le résultat obtenu pour faire un tweed. Et le tweed, en fait, quand la laine est feutrée, on n'a plus du tout cette même sensation que ça pique ou ça ne pique pas. Donc, par exemple, les Bridéanes en Écosse, c'est une race de mouton qui va rester une race qui sert à faire du tweed. Et le tweed en Angleterre, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, c'est quand même quelque chose qui est très typique. Les tartans, c'est quelque chose qui est très typique. Donc probablement qu'ils ont gardé une connexion avec le savoir que l'on avait avant sur les races de moutons, celle-là plutôt ça que nous n'avons plus. Et il n'y a rien à faire, il y a l'industrialisation qui est là, il y a le phénomène de l'acrylique qui est là, qui fait que je pense quand même qu'en France, et pas qu'en France, je pense, de toute façon en France, en Belgique et dans d'autres pays, on a perdu cette connexion et ce savoir autour de la fibre et de pourquoi cette fibre est utile pour ça et pourquoi elle ne l'est pas pour ça. Donc on s'oriente tous vers ce qui est le plus facile et le plus facilement trouvable, c'est le mérinos superwash. Je l'ai déjà expliqué, le mérinos c'est... Pourquoi est-ce qu'il est aussi présent? Parce que, il est doux, c'est une réalité, mais aussi parce que on trouve plus de mérinos qu'autre chose sur le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Australie qui produit énormément. L'Australie, c'est un continent, c'est un pays, mais un continent. Et donc, il y a énormément de têtes de moutons. Et leur produit, un des produits majeurs de leur produit national brut, c'est la laine de mouton. Et donc, ils ont inondé le marché. Donc, il faut prendre en considération que, c'est doux, mais certainement aussi un impact économique de l'offre et de la demande. Vous voyez un peu, c'est une conception, c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi, mais je n'ai pas vraiment fait une recherche historique sur le sujet. Mais je pense vraiment qu'en fait, les Nordiques sont déjà plus écolos que nous, clairement, et ils vont aller moins chercher un produit au bout du monde alors que ils l'ont sur place. Nous, en fait, nos moutons, ils sont quand même majoritairement destinés à la viande ou au lait. On n'a plus vraiment de race orientée textile. C'est à savoir, il n'y a plus quasiment d'entreprises de lavage. Il y en a deux, il y en a une en France, une en Belgique. Il y en a en Allemagne, etc. Mais en Europe francophone, on est quand même très très limité au niveau savoir-faire. Et donc, on importe beaucoup de laine de l'extérieur. Alors qu'on a de la laine sur place, mais il y a une éducation à faire au niveau de la laine typique de chez nous. Voilà, il faut savoir que certaines laines sont un peu plus rustiques, mais pas nécessairement. Rustique ne veut pas dire qu'ils grattent. Elles n'ont pas les mêmes intérêts, elles n'ont pas les mêmes destinations, et c'est clair qu'on ne va pas tricoter un pull pour homme comme on va tricoter pour un pull pour bébé. Il y a ça, en fait, qui fait que je pense que c'est une culture à se réapproprier qui n'a pas été perdue dans les pays nordiques. Voilà, en clair. Et si on parle de l'Islande, eh bien, la réalité est telle que l'Islande a été isolée pendant très, très, très longtemps. Il a fallu quand même que les Américains arrivent, je pense que c'est juste après la Seconde Guerre mondiale, pour qu'ils commencent à s'ouvrir vraiment et à voyager. C'est un pays qui est resté isolé pendant très, très longtemps, l'Islande. Donc, ils ont fait avec la matière qu'ils trouvaient. En Islande, le mouton, c'est comme le cochon chez nous. Donc, le mouton, on l'exploitait pour tout. Encore maintenant, il y a les fêtes du mouton en Islande. Et donc, ils ont gardé cette typicité. La race est très pure, en fait, en Islande. Elle n'est pas mélangée. On ne sait pas venir de toute façon encore maintenant avec des animaux en Islande. Vous ne pouvez pas aller avec votre chien en Islande. Il faut le mettre en quarantaine. Par exemple, les chevaux islandais qui sortent du territoire, ils ne peuvent pas revenir sur le territoire. Parce qu'il ne faut pas que les races soient mélangées. Donc, ils ont gardé cette typicité qui est typiquement laine islandaise. Voilà. Il y a des moutons islandais ailleurs, mais ils ne peuvent plus rentrer sur le territoire islandais. Et donc, comme ils ont été en milieu fermier et en milieu clos pendant très longtemps, eh bien, tout leur monde du tricot... Alors, il faut savoir que l'Islande, on ne plante pas de coton en Islande, on ne prend pas de lin en Islande. Toute leur culture au niveau du tricot a tourné en cercle fermé. Donc forcément, ils gardent ça, et ils gardent ça parce que ça fait partie de leur histoire et de leur patrimoine. Autre question, une question de Lydie qui me dit « Bonjour, moi j'ai peut-être une question qui va paraître bête. Alors, entre parenthèses, il n'y a aucune question stupide. Si vous n'avez pas de réponse à votre question, c'est plus embêtant que de poser la question. Donc osez poser des questions même qui vous paraissent bêtes parce qu'elles ne sont peut-être pas si bêtes que ça. Donc,
j'ai une question qui peut paraître bête, mais qui me pose souvent problème, et tant pis, j'ose demander. Alors, voilà comment doit-on mesurer son tricot sur ses aiguilles? Pose-t-on le ruban sous l'aiguille, sur l'aiguille, ou parce qu'à chaque fois, je me retrouve avec des centimètres en plus ou en moins? Merci beaucoup. Alors, le tricot, vous ne le mesurez pas sur votre aiguille, vous le mesurez en dessous de votre aiguille. Et il faut savoir qu'un tricot, c'est... Quand vous êtes en cours de tricot, ce n'est pas la mesure qui va être la mesure la plus adéquate. Si en fonction des laines que vous utilisez, le blocage va changer les dimensions de votre tricot. Donc, il faut prendre ça en compte. Ça reste une mesure grossière, la mesure de votre tricot. Si on vous dit de tricoter jusqu'à 35 cm, vous mesurez en dessous. N'hésitez pas à mesurer 1 ou 2 rangs en dessous, parce que, évidemment, l'aiguille déforme la maille. Vous aurez une idée grossière, vous allez tricoter plus ou moins jusqu'à 35 cm. Mais si vous utilisez du Mérinos Superwash, vos 35 cm vont peut-être devenir 40. Donc, ce sont que des mesures indicatrices. Donc, si on est sur un demi-numéro, c'est pas bien grave. Si vous avez un demi-centimètre en plus, c'est pas bien grave. Les mesures totales, elles ne seront pas déterminé au moment de votre tricot. En plus, si vous faites du jersey, ça roulotte. Si vous n'avez pas fini votre patte de boutonnage, ça ne va pas aller. Si vous n'avez pas encore fait vos côtes, voyez un peu, ça reste une mesure grossière. On ne mesure pas sur l'aiguille, on mesure en dessous de l'aiguille, mais si vous avez quelques millimètres de différence, c'est pas grave. Voilà, parce que c'est pas ça qui va déterminer votre longueur finale. Autre question. Quelle est la différence entre la single et les autres laines et peut être utilisée pour tous les ouvrages? Alors, c'est quoi de la single? C'est ce que moi j'appelle le fil célibataire. Quand vous filez, vous filez en un brin. En fait, la majorité des laines sont filées en un brin. Vous n'avez pas de multiples filages quand on part du ruban. Donc, j'ai déjà expliqué comment se passe le processus du filage. Vous avez de la toison que vous allez laver, qui va être cardée et peignée. Et donc, vous aurez soit des nappes, soit vous aurez des rubans. À partir de ces nappes ou de ce ruban, on en fait un fil. Ce fil va être soit cardé, soit peigné. Alors, ceci, c'est grossier ce que je vous dis, mais on en obtient un fil. On obtient un fil. Quand on parle en industrie textile, on parle de numéros métriques. Donc, on va filer en ayant 1 mètre, enfin, pour 1 kilo, on a X mètres. Par exemple, pour un fil qui va faire du 400 mètres au 100 grammes en 4 brins, on va d'abord filer 16 000 mètres de fil pour 1 kilo. Ça, c'est vraiment des spécificités techniques qu'on connaît quand on travaille un peu dans l'industrie textile. Mais donc, on file un brin plus ou moins épais en fonction du résultat que l'on veut obtenir et du nombre de brins que l'on veut. Donc, ce single, ce fil célibataire, c'est ce fil qui sort de la machine et qui n'a pas été retordu. Lorsqu'on parle de fil à chaussettes 8 brins, ça va être 8 fils célibataires retordus ensemble, tous comme de la corde. Plus on retord le fil, plus la solidité va être importante. Donc en comprenant ça, vous vous rendrez compte que plus on retord, plus on a de solidité. Donc forcément, un fil single va être moins solide qu'un fil retordu. C'est logique. Un fil single peut être plus irrégulier parce que quand on tord, quand on file dans un sens et donc on donne une torsion dans un sens. Même si les fils célibataires qu'on vend dans le commerce n'ont pas cette torsion importante parce que quand on file le premier brin, on file dans un sens et quand on retord, on file dans l'autre sens pour équilibrer le fil, pour éviter d'avoir un fil qui s'en mêle lui-même. Quand on vend le fil célibataire, il est clair que le fil va pas se ramener sur lui-même, donc on va donner une torsion inverse pour le vendre tel quel. Mais si vous regardez bien certains fils célibataires, vous verrez qu'en fait on voit encore Taras. Il n'est pas ultra régulier, vous voyez qu'il y a un peu de torsion dans ce fil. Donc déjà, vous aurez une maille beaucoup plus irrégulière avec ce fil-là que vous ne l'aurez avec un fil qui va être peigné 4 brins. C'est logique, c'est lié à la structure lui-même du fil. Donc vous avez un fil moins solide, moins régulier. Par contre, le fil célibataire, comme il n'est pas tordu plein de fois, il va prendre mieux la couleur. Ce sont comme les fibres, comment dire,
les fibres sont moins mélangées, en fait les couleurs vont être beaucoup plus intenses sur ce fil-là que sur un fil en 4 brins. Vous voyez la différence quand vous achetez sur les étals des teinturières indépendantes, c'est très flagrant. Vous verrez une énorme différence entre le fil célibataire et le fil, par exemple, Mérinos Superwash 4 brins classique et le fil célibataire Mérinos Superwash. Vous avez une différence d'intensité de couleur, donc il prend la couleur différemment, clairement. Alors voilà, donc vous avez cet impact de solidité. Est-ce qu'on utilise un fil single pour faire des chaussettes? Non. Est-ce que vous pouvez, au risque de, parce que forcément, s'il n'y a pas de nylon dedans, forcément votre fil ne sera pas ultra solide puisqu'on n'a pas pleinement retordu. C'est un des principes même de la physique, c'est comme ça que les gens font des cordes. Quand vous allez à, j'en ai déjà parlé plus d'une fois, à Guédelon, il y a une démonstration de comment ils font leurs cordes pour pouvoir monter, parce qu'ils essayent de reconstruire un château fort classiquement, en fait, comme c'était fait à l'époque, et ils font leur corde sur place. Alors, la corde et le fil, c'est le même principe, c'est la même dynamique. Plus on met de cordes serrées, plus elle est serrée, plus elle sera solide. Donc, le fil tricoté, c'est la même chose. Le fil à crochet, c'est la même chose. Quels que soient les fils, plus on apporte du retort, plus le fil est nerveux. Donc, je disais ça, je ne sais plus pourquoi. Bref. Oui, donc votre fil, il va être moins solide. Donc, pour un filage chaussette, même s'il y a du nylon, un fil single, vous êtes au risque de vous retrouver avec un fil qui va s'user plus vite. Si vous avez envie d'un résultat qui soit très régulier, vous n'aurez pas un... Voilà, ça va pas avoir de sens d'utiliser un fil célibataire. Et comme c'est un fil moins solide, enfin moins solide, c'est solide, mais moins solide qu'un fil 4 brins ou un fil 8 brins, vous aurez une tendance au boulochage qui sera plus importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on parle juste de mérinos, on ne parle pas de fibres mélangées, parce qu'évidemment, en fonction des fibres, c'est un peu différent. Par exemple, on va parler de mérinos. La fibre de mérinos, quand on carde et qu'on peigne, il y a toujours un moment où il reste quand même des fibres un peu plus courtes. Et quand ça bouloche, c'est en général les fibres un peu plus courtes qui finissent par ressortir. Quand vous filez qu'une fois, vous pensez bien qu'elles sont moins emprisonnées que quand on file une fois et qu'on refile une part avec 4 brins, où elles ont moins de chances de ressortir. Donc, en fonction du type de filage, des laines ont plutôt tendance à boulocher que dans d'autres cas. Le fil célibataire, c'est un fil qui va avoir tendance à plus vite boulocher. Et ça bouloche notamment au point de frottement. Donc, quand vous faites un pull en fil célibataire, il faut s'attendre à ce que ça bouloche. Alors, ça ne bouloche pas éternellement, mais ça bouloche. Donc, il y a des pour et des contre. Ce n'est pas un fil que j'adore. J'aime bien l'utiliser pour des châles. Voilà, je l'utilise rarement pour des pulls, ça arrive, mais en général, jamais pour des pulls hommes, parce que je trouve que j'aime bien, moi, comme ce sont souvent des grandes pièces, les pulls hommes, qui sont très souvent grands, des grands bras, plus de matière première. Par conséquent, j'aime bien un fil qui soit nerveux, parce que, évidemment, le fil célibataire est moins nerveux que le fil 8 brins, par exemple. Parce que plus vous retordez, plus vous avez de la dynamique dans le fil. Et donc, un fil qui a de la dynamique, c'est un fil qui va mieux se tenir qu'un fil single. Voyez. Voilà un peu, en gros, ce que je pense du fil single. Alors, il n'y a pas de pour, il n'y a pas de contre. Si vous aimez ça, mais il faut savoir que ça bouloche plus vite, que les couleurs sont plus jolies, que ça va s'user plus vite, et que c'est peut-être pas adapté pour les chaussettes. Autre petite question. Je suis novice en tricot, mais très motivée. J'ai débuté avec des fibres en acrylique, mais je veux désormais tricoter de la vraie laine. Je n'ai cependant pas compris la différence entre laine dite à chaussettes et laine pour les pulls. Ne peut-on pas tricoter un pull ou un gilet avec de la laine à chaussettes? Merci de bien vouloir m'éclairer à ce sujet. Alors si vous pouvez tricoter des pulls avec de la laine à chaussettes. Typiquement, ce qu'on appelle laine à chaussettes, alors ça, je l'ai déjà dit, il n'y a pas de cohérence dans ce que c'est que de la laine à chaussettes. La laine à chaussettes, pour nous, c'est chaussettes, mais les Américains parlent aussi de sock yarn pour de la laine fingering. Donc, la laine à chaussettes, basiquement, telle que nous, on la conçoit, c'est de la laine qui va servir à faire des chaussettes et qui majoritairement est mélangée avec du nylon. Pourquoi? Parce que le nylon renforce la fibre et permet une usure moindre. Mais rien ne vous empêche d'utiliser ce fil-là pour faire des pulls. Voilà, vous avez juste du nylon dedans. Pourquoi? Parce que c'est juste, on a ajouté, on a designé, tricoté, on donne un nom à un mélange spécifique parce qu'on se dit que c'est approprié à faire des chaussettes. Maintenant,
les laines à pull peuvent servir aussi à faire des chaussettes. Donc un 100% mérinos peut servir à faire des chaussettes. Je l'ai déjà expliqué. Un 100% laine portugaise. Je pense par exemple à la Mondim de Retosario Pomar. Je ne sais jamais dans quel sens c'est. C'est la Mondim. Cette laine-là, c'est de la 100% laine portugaise. Il n'y a pas de nylon. Elle est pure, 100% laine. Mais en fait, comme ce sont des fibres longues et qu'on la tricote serrée, eh bien, elle va être aussi solide qu'un mérinos superwash. Parce que la laine à chaussettes, c'est juste une dénomination commerciale. Voilà. Il n'y a pas de laine à chaussettes. Si, il y a des laines qui sont, en fonction du filage, en fonction du mélange, sont plus appropriées pour faire des chaussettes en particulier. Mais ces laines-là peuvent servir à faire des pulls. Rien ne vous empêche de faire des pulls avec. Il faut savoir que juste, bien, vous aurez du nylon. Si vous achetez un mérinos, 75 mérinos, 25% nylon, ben vous aurez 25% de nylon dans votre pull. Voilà, il faut le savoir. Il faut prendre ça en considération sur votre échantillon. Comme vous pouvez tout à fait tricoter un châle, il faut prendre ça en considération sur un châle. Donc la laine à chaussettes, ce n'est jamais qu'une dénomination commerciale. Il n'y a pas de raison de tricoter des laines. Il n'y a pas de raison de ne pas tricoter une autre laine pour des chaussettes. J'en ai parlé juste avant. Vous pouvez tout à fait utiliser un fil célibataire, à savoir que ça va s'user plus rapidement. Donc la laine à chaussettes, souvent, c'est de la laine 4 brins avec du nylon. Fingering, donc à tricoter avec des aiguilles, on va dire entre 2,25 et 3,5, ça dépend de l'usage qu'on va faire. Tout simplement, ça peut aussi servir à faire des layettes, si ce n'est que vous avez un toucher différent, puisqu'il y a du nylon dedans. En parlant chaussettes, une autre question de Solène qui dit « Je tricote mais je n'ai jamais essayé les chaussettes. J'ai de la laine auto-rayante en fingering. Par quoi commencer? Quel patron conseilles-tu? Quelles aiguilles privilégier? Des doubles pointes ou des midis? Je n'aime pas trop le Magic Loop. Merci pour ta réponse et au plaisir de te redécouvrir dans une vidéo. » Alors, les chaussettes, il y a de multiples techniques dans les chaussettes. Pour moi, alors je dis pour moi, parce que tout le monde ne sera pas du même avis que moi, le patron le plus facile, ça reste les talons après coup. Alors, je vous mettrai ici en dessous le lien de quelques patrons, parce qu'il y en a en anglais, en français. Moi, j'ai un patron qui s'appelle l'Espace Sock, qui est un patron basique, en fait. Donc, il y a celui-là, mais il y en a d'autres chez d'autres personnes. Pour moi, ça reste la technique la plus facile, et c'est plus facile pour moi de commencer par la pointe plutôt que par la tige. Tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Voilà, c'est comme ça reste mon point de vue. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça vous permet d'ajuster votre longueur de pied avant de faire votre talon. Un des gros problèmes quand on commence à tricoter ces chaussettes, c'est les tricoter trop lâches, les tricoter trop longues, les tricoter trop larges ou trop petites. En choisissant un patron où vous commencez par la pointe, moi je donne des ateliers sur les chaussettes, c'est souvent par la pointe, ça permet de pouvoir juger en mettant sur votre pied. Commencez par une paire de chaussettes pour vous d'abord, parce que vous serez moins dans l'inconnu et vous pourrez essayer au fur et à mesure. C'est plus compliqué quand on part à partir de la tige. Et encore une fois, je répète, tout le monde n'est pas d'accord avec moi, il y en a qui préfèrent tricoter par la tige. Ensuite, pourquoi le talon après coup? Parce que y a moins de technique que le talon en ras raccourci, il faut savoir faire des rangs raccourcis. Quand on fait le talon en ce qu'on appelle le heel flap, le talon renforcé, soit on doit relever des mailles, soit on doit faire des rangs raccourcis. Alors je cherche encore une technique où on n'a pas besoin de faire de rangs raccourcis, mais vous avez une multitude de petites techniques pour faire les talons, alors c'est intéressant, voilà, hein. Et je trouve qu'en fait, le talon après coup, c'est tellement plus simple. Le seul point technique un peu compliqué dans le talon après coup, donc j'ai fait une vidéo sur les talons après coup, vous tricotez un tube, vous marquez l'endroit où vous faites votre chaussette, vous allez défaire cette partie-là et construire votre talon qui est identique à la pointe. Si ce n'est que la pointe, on augmente et le talon, on diminue. Mais à part le relevage des mailles, démonter, parce que moi je conseille de mettre un fil et non pas couper, à part démonter cette partie-là, remonter les mailles, c'est pas compliqué. Désolée, j'ai éternué, donc il y a une coupure. Je disais, c'est pas compliqué. Pour moi, c'est pas une technique compliquée. Ça reste quand même très simple à mon sens, le talon après coup. Maintenant, il y a une multitude de techniques, je vous l'ai dit, et vous pouvez faire une paire de chaussettes toute bête, classique, un tube. Alors, il y en a qui ne font même pas de talons, hein. Il y en a qui disent oh, pas besoin de mettre de talons. Mais je trouve que c'est quand même intéressant parce que ça perd un talon, un tube, on finit par s'enquiquiner et ça ne convient pas à tout le monde. Voilà,
personnellement, c'est ce que je pense, c'est que le talon après coup, c'est vraiment la technique la plus simple pour appréhender la construction de la chaussette. Je mets pas des liens ici en dessous parce qu'il y en a plusieurs. Moi, j'ai un patron de chaussettes qui s'appelle Space Socks, qui est un patron basique. Il y a juste au-dessus du Mosaic Knitting, mais il y en a d'autres. Voilà, en anglais et en français, donc libre à vous de choisir le patron qui vous intéresserait. Ce sont souvent ce qu'on appelle des vanilla socks, des chaussettes à la vanille, donc très simples, sans que du jersey. Voilà. L'avantage de l'autorayante, c'est que vous vous embêtez pas. Hein. Vous voyez les couleurs défiler, c'est pas un tube perpétuel dans la même couleur. Vous en pouvez plus tricoter tout le temps à l'endroit. Là, l'autorayante a cet avantage-là, c'est que ça vous permet de pouvoir les couleurs passer et ça va plus vite. Enfin, ça va pas plus vite, vous tricotez pas plus vite, mais cérébralement, on a l'impression d'aller plus vite. Ensuite, pour les aiguilles. Alors, je ne vais pas préconiser une méthode spécifique parce que ça, c'est très indépendant et je ne peux répondre que essayer. Personnellement, j'ai essayé les mini coudées, j'ai essayé les mini chiagou, j'ai essayé les mini 23 cm IAIA, j'ai essayé les double pointes et ma technique préférée pour les chaussettes, ça reste les Crazy Trio Novelles. Et les novelles et pas les classiques. Pourquoi? Parce que les novelles sont plus longues et j'ai une meilleure préhension de l'aiguille. Je l'ai expliqué la fois dernière, les aiguilles courtes IAIA, par exemple, je ne sais pas mettre mes mains. Je mets mes mains comme ça quand je tricote. Et donc, j'attrape des crampes dans les doigts et c'est très désagréable. Mais il y a des personnes qui ne jurent que par leur mini. Et c'est pas parce qu'elles jurent par leur mini qu'elles sont moins bien qu'une personne qui utilise des Crazy Trio. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez appréhender par vous-même. Et ça, c'est une question d'habitude. Et puis, quelquefois, on adore ces mini et puis plus du tout et on passe à autre chose. Donc, c'est vraiment... Achetez une paire de chaque et vous allez voir vers quoi vous allez vous orienter. Avant de vous dire je vais acheter cette paire-là et un kit complet, achetez une paire de chaque. Il existe des petits, pour les mini chiagou par exemple, on les vend à l'unité. Vous avez le câble, vous avez les mini. Alors il y a une mini longue, une mini plus longue. Il y a des aiguilles qui ne sont pas interchangeables. Donc achetez et s'il faut, revendez-les. Voilà. C'est le jeu de l'essai et de l'erreur, en fait, les chaussettes. Il y a des méthodes qui vont vous plaire. Il y a des personnes, elles adorent tricoter leurs deux chaussettes en même temps. Je déteste ça. Parce que je déteste avoir deux pelotes. En plus, sur les autorayantes, le problème, c'est que quand vous avez une seule pelote, vous l'avez la diviser en deux. Et en plus, il faut s'assurer que les couleurs soient raccords. Donc moi, c'est trop de prise de tête. J'ai pas envie. Donc je fais une chaussette après l'autre. Et pour terminer, la dernière question. Alors, j'ai sélectionné une partie de questions, il y en a d'autres, mais ça viendra par la suite, si je ne veux pas vous faire non plus 3 heures de questions-réponses. D'où vient mon pseudo, Crystal LK? En fait, il faut savoir que j'en ai déjà parlé, hein, Crystal LK. Crystal, c'est mon nom de joueur, parce que je jouais beaucoup à Diablo à l'époque en ligne. J'ai joué beaucoup quand j'étais étudiante à l'UNIF. Et je m'appelais Crystal. C'était l'époque où on commençait l'ISDN, où on commençait Internet. Donc ça date, ça remonte. Et donc c'était Crystal, c'est resté Crystal. Donc Crystal, ça me paraissait logique. Bon, c'est un prénom qui m'a suivi comme ça pendant sur les forums, Magique Maman et autres. J'ai gardé le nom Crystal. Et puis j'ai ouvert un blog il y a longtemps maintenant. Un blog qui s'appelait Crystal Little Kitchen. La petite cuisine de Crystal, parce que j'adore la cuisine. Je suis quelqu'un qui... Enfin, je pense que c'est une de mes grandes passions, cuisiner. Et donc, j'ai ouvert un blog de culinaire qui a évolué avec le temps. C'était l'époque de Canal Block, donc là aussi ça remonte. Hein. C'était pas un blog Canal Block, mais c'était l'époque de Canal Block, où on en a quand même pas mal dans la sphère du tricot qu'on retrouve francophones qui ont eu des blogs Canal Blog. Donc j'avais un blog culinaire qui a évolué en blog culinaire, couture, puis qui a évolué en blog culinaire, couture et tricot. Et donc, on a gardé, quand j'ai changé mon pseudo et que je me suis orientée professionnellement sur le design, j'ai gardé ce petite cuisine, parce que la petite cuisine, ça peut faire penser à un labo en cuisine. Hein. Je n'ai pas besoin de vous parler de Breaking Bad, une cuisine aussi, pas du tricot et pas des aliments. Mais voilà, donc on a gardé ce nom Little Kitchen, parce que je manipule, je bricole, je fais beaucoup de trucs, je suis jack of all trades, comme on dit en anglais, un peu touche à tout. Et donc, on a gardé ce pseudo Crystal Little Kitchen. D'ailleurs, mon pseudo Ravelry, c'est Crystal Little K. Et c'est devenu Crystal LK
Alors, et puis CLK, parce que j'ai dû donner le nom de ma société CLK, garder le logo CLK, voilà, d'où vient mon pseudo Crystal LK, et CLK pour mon logo, ça vient de Crystal Little Kitchen. Donc historiquement, voilà l'histoire, ça vient du jeu et du moment où j'avais un blog culinaire. On en arrive à la conclusion. J'ai sélectionné quelques questions parce que je ne voulais pas non plus que ce soit excessivement long. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y aura une vidéo. Je ne sais pas encore laquelle parce que j'avais fait un listing de vidéos à faire et je suis à court d'idées. Enfin non, je ne suis pas à court d'idées. Je n'ai pas encore planifié les vidéos à venir. Je vous ai promis une vidéo sur mon matériel préféré. Elle va venir, cette vidéo, la semaine prochaine ou à un autre moment. On verra de toute façon. Il y aura encore des vidéos sur l'histoire. Il y aura des vidéos sur la culture. Il y aura des vidéos sur certaines techniques spécifiques. Alors, je ne fais pas de vidéo tuto. Je parle de ça parce que ça m'a déjà été dit dans les commentaires. Je ne fais pas de vidéo tuto spécifique. Je prends par exemple comment monter les mailles en telle technique, comment rabattre en telle technique. Ça m'arrive de faire ce genre de vidéos, mais ce sont vraiment des vidéos ponctuelles qui n'arriveront pas le samedi. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai choisi d'avoir une ligne éditoriale qui ne soit pas une ligne éditoriale de la majorité des chaînes YouTube. C'est comme ça. Il y a plein de YouTubeurs qui font des vidéos techniques vachement bien travaillées, très techniques, enfin très... je déteste monter le matériel, filmer de près, c'est un truc qui ne m'amuse pas du tout et j'ai envie de m'amuser. En faisant des vidéos, il faut le reconnaître, j'ai envie de m'amuser. J'aime l'histoire, j'ai envie de vous partager mon histoire, j'aime la culture, j'aime partager ce que j'apprends, j'aime les constructions techniques, j'aime l'ingénierie textile. Et donc j'ai envie de vous parler de ça, j'ai aussi envie de vous parler du tricot. Donc j'ai pas spécialement envie de m'orienter sur les vidéos tech tuto. Il y en aura parce que je m'en sers dans mes patrons. Donc de temps en temps, il y aura une vidéo tuto, mais qui arrivera en cours à un moment random, comme on dit, comme diraient mes enfants, à un moment... totalement aléatoire où je vais placer une vidéo parce que j'en ai besoin pour vous montrer dans un patron. Comme j'ai fait toute la série de vidéos techniques sur le jardin d'hiver, ça ne sortait pas le samedi, ça sortait un jour en semaine et c'était volontaire parce que je veux garder ma ligne éditoriale de histoire du tricot, technicité, ingénierie textile. Ma vidéo tourne autour de ça et c'est ce que j'aime. Voilà, c'est apprendre à sortir de sa zone de confort, appréhender le tricot comme un art et non pas comme quelque chose de basique et de trivial. Donc là, voilà, en gros, j'ai répondu à une question en plus dans la conclusion. Je retrouve la semaine prochaine. Je vous rappelle, la semaine prochaine, donc le 9 mars, il y a encore des places pour l'atelier Brioche à Bruxelles. Si vous avez envie de vous inscrire, c'est le moment. Je pense qu'il n'y a plus de place pour Malakoff. Par contre... Et il y a, l'été sera brioche en fait, non le printemps sera brioche parce que je pense que je donne à Malakoff, je donne de la brioche à Rittersofen, donc si vous voulez vous inscrire, ça aussi c'est une question qui m'a été posée, sur les ateliers brioche et l'atelier jacquard en Alsace, c'est sur mon site internet il est ici en dessous, c'est pas via Bretzlen, c'est via moi. C'est une question c'est bêtement logistique en fait, vous vous inscrivez sur mon site. Donc l'atelier brioche que je donne à Rittersofen, c'est un atelier brioche avancé, c'est récupérer ses erreurs, certaines techniques et ce genre de choses, c'est pas un atelier brioche débutant et je donne un atelier jacquard. Oui, jacquard je pense. Et je donnerai un atelier brioche à Laine Fleurie qui est quelque part là-bas, je ne sais jamais le nom du village. Pas dans le nord, je pense que c'est plus les Hauts-de-France, là, mais là-bas, près de la mer, dans ce coin-là. Je mets les coordonnées ici. Je ne retiens pas le nom, il n'y a rien à faire. C'est pas la Bretagne, je pense que c'est pas la Normandie, je pense, ou c'est le bas c'est sur la côte d'Opale, voilà. En gros, sur la côte d'Opale. Donc, je donnerai un atelier brioche à ce moment-là. Donc n'hésitez pas à vous le renseigner, je mets tous les liens ici en dessous, sinon c'est dans la partie agenda de mon site internet. Donc voilà pour la semaine à venir, donc on se retrouve la semaine prochaine à Bruxelles pour le 3e volet de la version patron haute couture et un atelier brioche. On se retrouve le 16 et 17 mars à Malakoff. Alors, attention pour les personnes, je le dis parce que ça arrive à chaque fois, qui veulent me voir.
qui veulent me rencontrer, ne venez pas le matin, parce que le matin, il y a mon mari, il y aura ma copine Laurence, il y aura mon fils et ma fille qui seront là pour le stand, mais moi je serai en atelier. Et cette année, Malakoff, c'est pas sur un seul site, c'est sur 2 sites, voire 3, je pense, et les ateliers ne se donnent pas là où j'expose. Moi, j'expose dans la salle classique Jean Jaurès, l'école, et les ateliers se donnent à la mairie, donc je ne serai pas présente. J'essayerai d'être là à 10 h pour que vous m'entreaperceviez, pour ceux qui ont envie juste de me dire bonjour, puis j'irai donner un atelier jusque, je pense que c'est 12h30 ou 1 h, et à partir d'1 h, je serai sur le stade. Donc, sachez-le, c'est que, soyez pas déçus, je suis là, mais je donne des ateliers et ce ne sera pas sur site cette fois-ci. Donc voilà pour ce qui va se passer au mois de mars. Et j'ai encore un atelier le 23 mars chez Sipenny. Donc voilà pour les 3 semaines à venir, enfin les 3 semaines à venir. Et puis après, on se retrouve en Suisse, au Swiss Yarn Festival, du 5 au 7 avril. Donc les Suisses, n'hésitez pas à venir me voir. Je serai présente et il y a plein d'autres gens qui seront là de toute façon. Il y a Naticea qui sera là. Les autres, je ne sais pas, je ne les connais pas. Donc je sais qu'il y a quand même pas mal de boutiques suisses qui viennent au Swiss Yarn Festival. On se retrouve samedi prochain. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer si vous avez aimé la vidéo et de partager si vous avez envie de partager. À samedi prochain!